suis très heureuse d'animer cette deuxième table ronde avec mes collègues ici présents et entrons donc dans ces coulisses, dans ce réservoir dont l'accès même, si de nombreux exemples démontrent qu'il s'est amélioré depuis 20 ans, avec notamment les premières tentatives portées par le CNAM, comme le rappelait Juliette, ou le musée du Quai Branly, reste, on l'a vu, complexe et limité. Lieu de médiation versus lieu de travail, espace de diffusion versus espace de conservation peuvent être effectivement contradictoires. Les réserves peuvent-elles être innovantes et conçues comme un lieu d'attractivité et au-delà même d'être visibles, ouvertes au public, devenir un lieu de valorisation des savoir-faire et des métiers, parfois méconnus, le lieu d'une expérience de visite qui permette des regards croisés sur le patrimoine. Depuis une quinzaine d'années, en effet, les réserves se transforment. Espace auparavant réservé aux conservateurs et souvent confidentiel, elles tendent à s'externaliser, nous en avons parlé, hors des sous-sols des musées, à se mutualiser pour des questions logistiques et économiques, à se professionnaliser en étant gérées par des professionnels dédiés et à s'ouvrir avec des projets d'espace visitables par le public. Je devrais dire les publics. En se constituant comme des centres de conservation dédiés à la préservation et à l'étude des œuvres, les réserves émergent comme un autre centre du musée et se trouvent ainsi au cœur de reconfiguration de l'institution muséale, de la redéfinition des rapports aux collections et des missions des professionnels. Notre table ronde se focalisera donc sur ces quelques initiatives significatives en matière de réserve externalisée et ouverte et proposera ainsi une entrée originale sur les enjeux actuels de la conservation des collections. Nous avons ainsi voulu, dans ce temps d'échange, regrouper 4 professionnels de musée qui, chacun, au travers de leurs expériences respectives, explorent ces questions d'accessibilité aux collections, de médiation en réserve et de recherche de l'innovation dans un espace essentiellement voué à la conservation et à l'étude. Tout d'abord, Brice Mathieu, aujourd'hui directeur délégué du Centre de conservation du Louvre, et Raphaël Baum, qui en assure la régie des œuvres, nous ferons une intervention. Avec la construction des réserves à Liévin, sur un site proche du Louvre-Lens, le Louvre assume une implantation et une vocation dont Brice nous rappellera ici les principes. Quant au Louvre-Lens, il propose depuis son ouverture en 2012 à ses visiteurs de dévoiler ses coulisses au travers de réserves visibles et visitables, ainsi qu'une programmation de restauration d'œuvres d'art visibles du public. Son ambition affichée dès 2008 dans son projet scientifique et culturel est de donner à voir au grand public la diversité des missions et des métiers d'un musée et les principes déontologiques et logistiques nécessaires à la bonne conservation et restauration des œuvres. Je poserai ici 2 questions à nos collègues. Comment ces 2 projets se font-ils écho et quelle vision des réserves proposent-ils? Et enfin, quels enjeux logistiques posent-ils pour le Louvre dans ces temps de préparation du transfert des collections? Raphaël, la parole est à toi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend. Alors, je vais pour ma part vous présenter effectivement les réserves visibles et visitables du Louvre-Lens, puisque j'ai été amenée à y travailler depuis l'ouverture pendant 7 ans, avant de rejoindre l'équipe du centre de conservation de Liévin. Et donc, l'idée étant de vous faire une petite présentation et retour d'expérience sur ce qui a pu être mené dans ces réserves visibles et visitables. Je vais passer très brièvement peut-être sur les éléments de contexte autour du Louvre-Lens, vu qu'on a pris un peu de retard. Donc juste pour vous redire que le Louvre-Lens est une entité juridique indépendante du musée du Louvre. Pardon. Donc voilà, qui a été inauguré en 2012 suite à une volonté de décentralisation des grands établissements culturels parisiens. Et donc, qui est un établissement administratif indépendant, un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif, donc financé à 80% par la région des Hauts-de-France, le département du Pas-de-Calais pour 10% et la communauté d'agglomération Lens-Liévin pour 10%. Donc, comme vous l'a dit Hélène, donc c'est un musée qui a été implanté à Lens, au cœur du bassin minier, dans une volonté de redynamisation du territoire du bassin minier qui était alors
plutôt mal en point. Donc le concours d'architecture a été remporté par l'équipe japonaise Sanaa, qui a proposé un bâtiment en verre et en métal, assez discret dans le territoire, mais qui s'intègre parfaitement dans le paysage du bassin minier, et qui présente dans un bâtiment de plein pied plusieurs espaces d'exposition. L'espace d'exposition semi-permanente, la Galerie du Temps, avec une sélection de chefs-d'œuvre du musée du Louvre, une galerie d'exposition temporaire où on présente 2 expositions internationales par an, un autre espace d'exposition un peu plus petit, le pavillon de verre, qui est dédié, lui, à la présentation des collections des musées des Hauts-de-France, principalement regroupés dans des thématiques, dans des expositions thématiques. Et enfin, une part importante du musée, ce sont les coulisses visibles et visitables, qui sont accessibles, elles, en sous-sol depuis le hall d'accueil du musée. En fait, on y accède depuis le hall en descendant un escalier qui amène dans une mezzanine et dans les réserves. Donc, comme vous l'a dit Hélène, effectivement, c'était une volonté affichée dès le premier projet scientifique et culturel du musée en 2008, rédigé par les équipes du Louvre, et qui avait la volonté de pouvoir montrer au public les réserves, ce qui n'était pas possible de mettre en place au Palais à Paris pour diverses raisons, bien entendu, pratiques et logistiques et de sûreté. Donc c'est quelque chose qui a été rédigé dans le projet et qui a vraiment constitué une donnée du programme pour les architectes. Donc les architectes ont pu répondre à cette question en ménageant notamment des baies vitrées, non seulement sur la grande réserve, mais également sur les ateliers de restauration, et également des baies vitrées sur les espaces de circulation des collections. Les réserves ont donc été intégrées dès le projet architectural et ont été travaillées avec le scénographe. Donc on est vraiment dans un projet un peu ambigu, puisque le Louvre-Lens est un musée sans collection. Donc il ne s'agissait pas de montrer des réserves et de faire des réserves en fonction des collections, mais vraiment de pouvoir montrer en fait ce que pouvait être une réserve. Donc on se retrouve face à une vraie fausse réserve avec une sélection d'œuvres qui a été faite pour être montrée en fonction du discours pédagogique qu'elle pouvait avoir, avec un échantillonnage de typologie de mobilier. L'idée étant de vouloir montrer une réserve un peu idéale avec un échantillonnage de mobilier qu'on peut trouver. Donc, on va y trouver des racks à palettes, des grilles à tableaux, ouvertes ou fermées pour les arts graphiques, des armoires vitrées, des cantilevers, des meubles à plans, des meubles à tiroirs, etc. Donc, ça nous amène à une réserve pensée dès le départ comme un espace visible, donc avec une intervention de scénographie, et pas forcément comme une réserve pensée pour les collections. C'est un peu... voilà. Donc là, vous avez des plans, en fait, des vues 3D du scénographe. Et c'est une réserve qui a beaucoup évolué depuis l'inauguration du musée en 2012, puisque à l'ouverture, vous le voyez sur la photo en haut à gauche, la sélection d'objets qui avait été faite était assez réduite. Et donc, on se retrouvait face à des réserves un peu vides, avec des objets. On avait principalement ici du lapidaire des antiquités grecques, étrusques et romaines. Et puis, peu à peu, les réserves se sont remplies en 7 ans. On est arrivé à peu près 200 objets à l'ouverture en 2012, à aujourd'hui 6000 objets en réserve au Louvre-Lens, dont à peu près les 2/3 sont exposés dans la réserve visible et visitable, avec la réserve qui s'est remplie grâce à plusieurs opportunités et besoins exprimés par les départements de conservation du Louvre, notamment des réserves au Louvre ou des salles d'exposition qui étaient en travaux et donc de besoin d'accueillir des collections, des collections qui ont été évacuées du palais dans le cadre du plan de prévention des risques d'inondation, des collections qui ont été regroupées pour la cohérence des fonds, et tout ça est arrivé à Lens pour remplir la réserve. Je vais
maintenant un peu développer les questions de médiation autour des coulisses. Donc ici, vous voyez l'espace d'interprétation qui s'intitule les coulisses du musée, qui est situé, lui, au niveau -1. Donc c'est l'espace qui est libre d'accès, auquel le public peut accéder depuis le hall d'accueil. Et donc vous vous retrouvez avec une immense baie vitrée, avec une vue plongeante sur la réserve, et un espace d'interprétation avec des dispositifs de médiation numérique, avec des films tactiles, des écrans tactiles sur les baies vitrées, sur lesquels le public peut cliquer et obtenir des informations sur les mobiliers et sur les œuvres qu'il voit dans la réserve. On y trouve également des tables tactiles avec des différents supports pédagogiques sur les métiers du musée, sur sur l'étude et la restauration des œuvres, avec des questions d'imagerie scientifique, de restauration, de déontologie de la restauration, et tout un pan aussi sur l'histoire des collections et comment les collections se sont constituées au fil des années, sur les questions des modes d'acquisition, de l'inaliénabilité et de l'histoire des collections. Et on y trouve également un focus sur les différents métiers liés à la conservation au musée, avec notamment la projection de films et de témoignages. On a plusieurs dispositifs de médiation également, avec un dossier pédagogique qui a été rédigé par l'équipe de médiation du musée, qui est à disposition des enseignants. Et la photo à droite, vous voyez un exemple d'écran de table tactile autour de la question de l'imagerie scientifique, où vous pouvez voir en fait les noces de Cana avec la radio, et en passant le doigt, le public peut avoir accès aux images de radiographie du tableau. Plusieurs éléments par rapport à cette mezzanine, où le projet scientifique initial du musée prévoyait, dans une vision un peu idéaliste, une médiation humaine présente en permanence dans cet espace, accessible gratuitement au public. Or, bien évidemment, les moyens financiers et humains étant ce qu'ils sont, ça n'a pas été possible. Et donc on s'est rendu compte d'une faible appropriation finalement du public de cet espace de médiation dans la mezzanine, une faible compréhension du mode de fonctionnement, notamment des dispositifs de films tactiles sur la baie vitrée, un espace jugé parfois un peu froid par le public, un manque de lisibilité et de visibilité, puisque depuis le hall d'accueil, la signalétique est très discrète et donc le public ne voyait pas forcément cet endroit. Donc voilà, c'est des retours qu'on a eus. Sur l'aspect visible. Sur l'aspect visitable maintenant, c'est quelque chose qui a été mis en place aussi dès le départ et très cadré en termes de sûreté et de sécurité. Donc les conditions de visite sont limitées pour des groupes sur réservation ou des groupes individuels le week-end. Des groupes limités à 17 personnes, accompagnés d'un médiateur et d'un agent de sécurité qui assure la sécurité et la cohésion du groupe, avec un parcours qui a été défini en concertation avec le service de la conservation et celui de la médiation au sein des réserves pour assurer la bonne sécurité des collections. Des médiateurs qui ont été formés aussi aux questions de conservation préventive et aux enjeux de la réserve. Et des compromis qui ont été faits entre le service de la conservation et celui de la médiation pour pouvoir permettre cette visitabilité des réserves. En termes de conservation préventive du point de vue du régisseur également, c'est vrai qu'il a fallu aussi réussir à faire des compromis par rapport à ce que doit être une réserve et avoir bien en tête que, et ça a été inclus dès le programme et dès le projet architectural, que cette réserve étant visitable est considérée comme un espace recevant du public et donc devant répondre aux normes des ERP. Donc on a notamment par exemple une issue de secours dans la réserve visible qui donne directement sur l'extérieur, qui donne des impacts en termes de climat, voilà, qui peuvent
poser des problèmes en ce sens. Donc ce sont ce type de compromis. Sur les circulations également, puisque là on ne le voit pas, mais depuis la réserve a été... c'est beaucoup rempli, et notamment ici, maintenant, cet espace est complètement condamné parce qu'occupé par des collections. Donc le parcours de visite qui était prévu initialement a été depuis revu et est un peu limité pour permettre non seulement la circulation des visiteurs par rapport aux normes d'allées de circulation, mais aussi par rapport à la sécurité des collections. Et en lien avec ces coulisses, là aussi une volonté dès le départ, c'était d'avoir des restaurations qui étaient visibles et visitables. Donc on a également un atelier de restauration qui est équipé d'une baie vitrée qui donne sur le même espace de la mezzanine des coulisses, avec une vue plongeante de la part des visiteurs, et une quinzaine de restaurations qui a été organisée au Louvre-Lens de manière visible et visitable depuis l'ouverture. Voilà, on a pu restaurer toute typologie d'œuvres. De la même manière, le projet scientifique et culturel prévoyait des restaurations en continu pour pouvoir que le public puisse en permanence voir une restauration en cours, sauf que dans les faits, c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Donc on fonctionne plus par opération ponctuelle et surtout en lien avec les expositions temporaires. Donc on a souvent eu l'occasion d'organiser des restaurations visibles d'œuvres qui allaient être exposées dans les expositions. Mais on a eu des restaurations de marbre, de sculptures antiques, de cadres vides aussi, avec les professionnels des ateliers de restauration, des ateliers d'encadrement du Louvre qui sont venus sur place. Une momie de crocodile présentée dans l'exposition des animaux et des pharaons. Et voilà, ici, un carton de Charles Lebrun qui était présenté. Vous voyez également le public en cours. Donc ça pose aussi des questions de la part pour les restaurateurs, puisqu'on leur demande systématiquement de faire des propositions de médiation, et les restaurateurs sont invités à proposer. Donc là, vous le voyez, il y avait des panneaux de médiation qui avaient été installés par les restaurateurs, et qui eux-mêmes présentent leur travail et échangent avec le public. Et pour les perspectives par rapport à ce qui a été fait depuis 7 ans, en lien forcément avec l'arrivée du centre de conservation à Liévin, donc à 300 mètres du Louvre-Lens, dont Brice va vous parler tout de suite, de nouvelles perspectives sont prévues pour ces réserves et pour ces coulisses, à savoir que suite au bilan qui a été fait, et notamment du manque d'appropriation des visiteurs par rapport au dispositif de médiation numérique, au manque de lisibilité, au manque de visibilité, de nouvelles réflexions sont en cours pour proposer de nouvelles coulisses, de nouveaux dispositifs de médiation encore plus innovants, plus en lien avec les réalités actuelles. Et les collections qui sont actuellement présentées dans la réserve visible étant destinées à réintégrer le centre de conservation, une réflexion a été menée aussi pour renouveler un peu cette présentation, et une nouvelle présentation qui sera dédiée et consacrée aux collections du service de l'histoire du Louvre. Voilà, et on ne vous en dit pas plus pour l'instant, puisque les choses sont en cours de réflexion et de construction, mais on vous invite fortement à venir découvrir ces nouvelles réserves à partir de fin 2020, début 2021. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. C'est bon? Ça marche? Oui, très bien. Je suis ravi de passer après Raphaël, parce que l'enchaînement on a préféré passer dans ce sens-là. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ce projet il n'existe que parce qu'il y a le Louvre-Lens avant, sinon ce projet n'aurait jamais existé. En tout cas, ce projet architectural est sur cet emplacement à Liévin. Ça n'existe pas sans le Louvre-Lens. Et je suis aussi ravi de passer après messieurs de Guichin et Guimarc pour leur présentation qui illustre parfaitement la raison de ce projet.
qui est un condensé voilà, de ce qu'on essaie de construire à Liévin. On s'est vraiment retrouvé dans tout ce qui a été fait, de ce qui doit faire une bonne réserve. Donc j'espère que nous sommes sur le bon chemin. Donc je vais rapidement présenter ce projet. Certains d'entre vous ont le plaisir de m'entendre pour la 3e fois en 15 jours, donc je vais être assez rapide. Sur les raisons de ce projet, c'est avant tout le risque inondation. Donc voilà, on a parlé des rapports de 2002 sur l'alerte des musées en bord de Seine, sur l'inondabilité de certains espaces. Nous, on a 9000 m² de réserve inondable à Paris, donc au musée. On a bien sûr un plan de prévention contre le risque d'inondation, mais l'expérience de 2016 nous a montré que nous n'étions pas et nous ne pouvions pas remonter l'ensemble de nos collections situées en zone inondable. On a environ 150 000 œuvres dans ces espaces. Et donc nous ne sommes pas en mesure de pouvoir toutes les mettre en sécurité dans un préavis et un délai raisonnable. Nous avons aussi quelques espaces parmi ces réserves au sein du palais qui ne répondent pas aux exigences de conservation modernes. Et nous avons aussi, on parlait de multiplicité des points de stockage, nous avons plus de 60 espaces à l'intérieur du palais qui conservent des œuvres et 5 déjà réserves externalisées. Donc pour ces différents facteurs, mais surtout, et le facteur initial c'est bien sûr le risque de crue, nous avons eu besoin de trouver une solution externalisée. Là je mentionne pour l'histoire, puisque nous avons fait un grand historique des projets et de l'histoire des réserves, ce projet Cergy Neuville, tout à l'heure on a parlé d'un projet qui au bout de 5 ans avait été abandonné d'un claquement de doigts. Et ben celui-là, il a duré 4 ans, c'est-à-dire qu'entre 2008 et 2012, il y a eu un travail gigantesque qui a mêlé de nombreuses institutions, les institutions du patrimoine, l'INP, le CDRMF, plusieurs musées, pour pouvoir construire un centre de conservation, un centre national de conservation des patrimoines à Cergy-Neuville. Donc certains d'entre vous en ont certainement entendu parler. Il a été abandonné en 2012. Pour info, la photo là était encore en place en 2016, 4 ans après. Il y avait encore ce panneau qui annonçait l'arrivée imminente du Centre national de conservation des patrimoines. Donc ce projet a été abandonné fin 2012. Et pourquoi j'en parle de ce projet? Parce que c'est l'abandon de ce projet, avec la concomitance de l'ouverture de Louvre-Lens, qui a créé le centre de conservation à Liévin. Donc le Louvre-Lens ouvre en 2012. On sort d'un partenariat de plusieurs années entre la région Nord-Pas-de-Calais et le musée et l'État. Et donc la région Nord-Pas-de-Calais, Daniel Percheron, propose le terrain que vous voyez encadré, le magnifique trapèze rouge que vous voyez au sud. Enfin, en l'occurrence, c'est à l'ouest du Louvre-Lens, si on se met dans le bon sens, qui était libre et qui était vraiment à 200 mètres à pied du nouveau musée qui venait d'être livré. Donc le centre de conservation, Raphaël en a parlé, mais j'en profite d'être devant un auditoire de professionnels pour rappeler cette distinction très importante entre ce qu'est le musée du Louvre, Lens, et ce qu'est le centre de conservation. Donc le centre de conservation, c'est un service du musée du Louvre Paris. Donc nous sommes parisiens, délocalisés à Liévin. Nous ne sommes pas les réserves du Louvre-Lens, nous ne sommes pas un établissement public à part entière. C'est très administratif, mais dans la terminologie employée, il y a d'importantes confusions totalement logiques de par la proximité des deux établissements. Mais donc Raphaël a très bien présenté ce qu'était le musée du Louvre-Lens et le centre de conservation. Voilà, c'est un cofinancé en termes d'investissement, mais en termes de fonctionnement, c'est le Louvre qui sera le seul exploitant du site et qui financera l'intégralité du fonctionnement. Quelques chiffres clés sur ce projet. Donc on est là aussi, je suis toujours fier d'annoncer cet élément, même si je n'y suis pour rien. 60 millions d'euros de coûts de construction. 60 millions d'euros, c'était le budget qui était annoncé en 2013 et nous livrons dans 6 mois le projet et nous sommes toujours à 60 millions d'euros. Donc nous construisons sur 40 000 m² de surface de parcelle. Le terrain nous a été offert par la communauté d'agglomération, donc même si ce n'est pas dans cette table ronde-là, l'implantation territoriale et le rôle des collectivités dans le développement de ce projet est vraiment à signaler. Donc nous sommes maîtres d'ouvrage, nous avons délégué notre maîtrise d'ouvrage à la région Hauts-de-France, ce qui est très précieux pour nous. Donc l'État sera propriétaire et nous serons l'unique exploitant. Et nous parlons là de 250 000 à 300 000 œuvres qui à terme seront transférées au centre de conservation à Liévin. Voilà, pareil, un exemple, je trouve, qui illustre bien des schémas que nous avons vus lors de la première table ronde sur le schéma de principe de fonctionnement. Donc nous avons eu recours à un programmiste, Frédéric Ladonne, donc FLNCO, qui a travaillé avec nous sur la définition de ce programme. Et là, on voit bien une traduction concrète de liens entre différentes fonctionnalités au sein du bâtiment. Très rapidement, on s'est arrêté sur différentes fonctionnalités. Bien sûr, les réserves, donc les espaces de conservation, mais on a aussi adjoint des espaces de traitement et d'intervention et d'études et de consultation des collections pour en faire un centre de recherche, un centre d'études. Et nous ne sommes pas ouverts au public. Et là aussi, la proximité du Louvre-Lens est très importante pour nous, puisque le Louvre-Lens, comme vient de le montrer Raphaël, il y a déjà des réserves visibles et visitables. Le Louvre-Lens assure déjà une fonction de médiation sur ce qu'est une réserve, sur ce que sont les métiers dans un musée. Donc nous n'avions pas du tout
tout à prendre en compte cet aspect-là dans notre programmation. Donc nous sommes vraiment un élément complémentaire au panel qu'offre le Louvre-Lens en termes de médiation et d'explication de ce qu'est un musée et de ce que sont des réserves. Et nous ne sommes donc dès le début pas d'accueil du public dans notre programme. Et nous avons par contre insisté sur la nécessité d'avoir des circulations fluides, d'en faire vraiment un espace logistique dédié aux collections et là un aspect important qui nous concerne tous en termes de conditions de conservation, d'avoir un développement maximal pour limiter les consommations énergétiques, pour maintenir la température et l'hygrométrie au sein des espaces. Donc, quelques éléments sur le projet architectural. Donc, on parlait aussi de geste architectural. Donc, on a choisi l'architecte RSHP, donc c'est Roger Stirk Harbours and Partners, qui a dessiné ce projet. Je ne vais pas faire tout le descriptif, je vais juste vous parler de la toiture, parce qu'on parle aussi d'innovation dans la conservation. Donc la toiture, c'est 17 500 m² de toiture, c'est 2 terrains de foot, c'est assez compliqué, c'est en pente, en plus on le voit légèrement, on a 3,8% de pente, et donc un vrai enjeu en termes d'étanchéité de la toiture et de recherche de fuite en cas de problème. Donc ce qu'on a développé dans le cadre de ce projet, alors c'est pas très esthétique, mais on le comprend, c'est d'avoir différentes couches au niveau de la toiture, et pour la première fois, donc à cette échelle-là en France, on va déployer un système de détection de fuite dans notre toiture. Donc sur l'ensemble des 17 500 m², on aura entre 2 couches d'étanchéité, donc voilà, comme un sandwich, on a 2 couches d'étanchéité, et au milieu de ces 2 couches, on a un système de détection de fuite qui nous permettra de localiser à 3 m² près l'origine du percement d'une première couche d'étanchéité, celle-ci. Et au-dessus des couches d'étanchéité, donc vous l'avez vu, c'est le vert, on est bien sur des toitures végétalisées et plantées, donc à la fois pour des raisons d'intégration paysagère, mais aussi pour des raisons d'inertie et de contrôle des conditions de conservation à l'intérieur du bâtiment. Voilà une vue aérienne du projet au 11 mars, donc ça a avancé depuis, mais là où on voit bien la réalisation de cette étanchéité de la toiture qui est un véritable enjeu pour nous, évidemment en termes de conception, d'exécution et ensuite de maintenance de cet élément architectural qui est très important pour nous. Quelques éléments à l'intérieur, donc là on retrouve en code couleur les fonctionnalités et la répartition des différentes fonctionnalités au sein du site. Je vous ai mis aussi quelques éléments de conditions de température et d'hygrométrie, puisqu'on profite de ce projet pour changer l'approche de conservation des collections au sein du musée. Aujourd'hui, on a des réserves par département. Demain, nous aurons des réserves par typologie de collection. Et à l'intérieur de chacune de ces réserves, il y aura des secteurs réservés à chacun des départements. Mais nous avons donc de grands espaces, de 1500 à 2000 m², la plus grande est celle-ci, qui conserveront plusieurs départements au sein de même mur, ce qui est un peu nouveau pour le musée. Quelques éléments aussi en termes d'innovation. Alors, c'était pas vraiment prévu au programme, c'est venu dans le cours du projet. Donc ça, on est sur des stockages en Compactus. Donc ça, c'était prévu au programme pour les petits objets. Donc quasiment tous les objets seront stockés sur Compactus pour les petits. Mais nouveauté aussi, on aura tout notre pondéreux qui sera stocké également sur des Compactus électriques cette fois-ci. Donc on stockera des éléments de la statuaire antique et moderne jusqu'à 6 mètres de haut sur des Compactus d'une dizaine de mètres de long. Donc là, on est sur l'application de normes industrielles qui sont très largement éprouvées en termes de stockage et d'optimisation des conditions de stockage, mais adaptées à des œuvres d'art. Donc c'est ce qu'on est en train d'installer au moment où enfin pas ce soir, mais en tout cas ils commencent la semaine prochaine. Je crois qu'on parlait un peu aussi des métiers dans le sujet. Donc je vous ai juste fait un petit focus sur l'organigramme de ce futur centre de conservation. Donc nous sommes, je vous le disais tout à l'heure, un service rattaché au musée du Louvre. Donc on est rattaché à la direction de la recherche et des collections. Nous sommes donc sur un niveau différent des autres directeurs et dont les directeurs de département, avec une fonction résolution transversale. Donc moi je suis directeur délégué de ce centre et on a 3 services, dont Raphaël est la chef de service de la régie des œuvres depuis quelques mois. Un service bâtiment et sécurité et un service administratif et financier. Tout ça pour vous montrer que nous sommes vraiment une équipe dédiée à la mise à disposition des collections pour les chercheurs internes, bien sûr, en premier chef, mais également pour les externes, et au fonctionnement global d'un site. Il n'y a pas de conservateur au sein de cette équipe, il n'y a pas de restaurateur. Nous sommes vraiment uniquement dédiés au fonctionnement quotidien et à la mise à disposition des collections. Donc c'est un parti pris qui a été pris très tôt dans le projet et voilà, qui est en train de se matérialisé puisque nous sommes en train de recruter l'ensemble des équipes. Quelques éléments sur les relations avec le Louvre-Lens. Donc bien sûr, ça sera notre partenaire privilégié. On est à côté. Raphaël a conclu sa présentation avec ce point-là. Tout à l'heure, il y a une question sur les visites virtuelles. Sachez que nous sommes aussi, dans le cadre de cette refonte des coulisses, en train de travailler à une présentation virtuelle du centre de conservation au sein de ces coulisses du Louvre-Lens. Justement, comme ce ne sera pas ouvert au public, on veut quand même parler de ce qu'il y aura dans ce centre.
Donc nous sommes en train d'entamer cette réflexion sur qu'est-ce qu'on va présenter comme film, avec quel dispositif pour pouvoir montrer ce qu'est ce centre de conservation situé au bout du parc du Louvre-Lens. On profitera aussi, nous, de cette proximité et de cette complémentarité pour faciliter le travail de médiation, de présentation, d'organisation des expositions, des restaurations visibles, et également participer à des offres de médiation ponctuelles, comme dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Mais nous sommes vraiment en fait une flèche supplémentaire à l'arc du Louvre-Lens sur les questions de médiation. C'est vraiment un outil à disposition du Louvre-Lens pour conforter sa médiation de ce qu'est un musée et de ce que sont des réserves. Voilà, pardon, j'ai fait le plus vite que j'ai pu pour tenir. Donc voilà une petite vue juste pour le tourisme, où vous avez le tiercé dans l'ordre ou dans le désordre, le Bollaert, le Louvre-Lens et le centre de conservation. Et ça, c'est rien, c'est un centre commercial, malheureusement. Toujours faut pas un le supprimer centre de la carte. commercial, pas trop loin. Mieux. Merci. Merci. Je vous propose que nous regroupions vos questions au terme des interventions de nos différents participants à cette table ronde. Un autre modèle et d'autres ambitions portées par le Centre de conservation et de ressources du MUCEM, implanté à Marseille depuis 2013 et qui reçoit dans sa réserve dite appartement témoin, écho de la galerie d'études chère à Georges-Henri Rivière, 4500 visiteurs par an dans ces grandes années. Tu nous en parleras. Dans sa grande année. Dans sa grande année. Émilie Girard conduit la direction du département des collections du musée depuis 2008 et à ce titre a mis en place le CCR dans le bâtiment conçu par Corinne Venzoni autour de l'activité des réserves. Je voulais lui poser quelques questions qu'elle développera dans son intervention. Quel premier bilan tire-t-elle de cette activité lancée il y a 5 ans ? Comment le projet scientifique et culturel, le PSC, se structure-t-il autour de cet enjeu du CCR ? L'appartement témoin favorise-t-il un accès privilégié aux collections ? Et par ricochet, quelles attentes remplit-il auprès des différents publics ? Et enfin, cette mise en visibilité des collections présente-t-elle des contraintes particulières ? On l'a évoqué tout à l'heure au travers des compromis qu'il faut faire entre conservation et médiation au Louvre-Lens. Merci Émilie. Je t'en prie. Alors, le centre de conservation et de ressources du MUCEM, qu'on appelle le CCR pour faire plus rapide, vous le voyez, est situé à quelques kilomètres du MUCEM lui-même. On n'est donc pas du tout en bordure de mer, mais à proximité assez directe de la gare Saint-Charles, en bordure du quartier de la Belle de Mai, et donc à proximité des réserves de la ville de Marseille, des archives municipales, du pôle média de la Belle de Mai ou encore de la friche. Donc on se situe au sein, et bien sûr, j'oubliais un partenaire avec lequel on est en convention, le Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine, le CICRP. On se retrouve donc au milieu d'une sorte de maillage d'établissements à vocation patrimoniale ou culturelle avec lesquels on travaille de manière assez étroite. Et vous voyez donc tout de suite la question se pose de la distance toute relative, mais distance quand même, entre le musée lui-même et les réserves. Ces réserves, pour répondre à la question relative au projet scientifique et culturel, elles ont été imaginées dès le départ comme partie prenante de ce projet, dans la mesure où elles avaient non seulement une vocation de conservation, mais de valorisation et de diffusion des collections, par le biais d'équipements que je vais vous détailler, de manière à pouvoir parler autrement de cette collection et de la montrer de manière importante. Donc voilà une image qui n'est pas une image réelle, qu'une image de concours que l'équipe de Corinne Venzoni avait produite pour remporter le concours d'architecture et qui est très très proche de la réalité, vous allez le voir. Voilà maintenant une photographie de la façade, donc un bâtiment de béton rose assez monolithique dans lequel sont creusés des volumes et avec donc des volumes creusés très très blancs qui contrastent avec le côté brut de l'architecture extérieure. Le bâtiment est un bâtiment de 10 000 mètres carrés qui se déploie sur 3 niveaux. Donc là, vous voyez le niveau souterrain avec des réserves en double hauteur et les 2 niveaux rez-de-chaussée et étage supérieur qui toutes ont une partie réserve et une partie traitement de collection, accueil du public. Je vais y revenir. 10 000 mètres carrés donc et 17 réserves qui sont organisées comme pour le Louvre-Lens par grande typologie de collection, de manière à avoir des climats qui sont régulés en fonction de la spécificité de chaque ensemble.
Alors quelques images pour vous voyez un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas le site, à quoi ça ressemble une fois les collections installées. Donc ça c'est la grande réserve du bas, qui est une réserve dédiée aux collections de plus grande dimension, dont les collections d'art forain. Encore une réserve du sous-sol avec les maquettes. Et puis là, premières images de l'appartement témoin. Donc vous voyez qu'on a une diversité de collections qui nous oblige à avoir une diversité de modes de stockage et de mobilier de rangement assez importante. D'autres images, je passe assez vite pour en venir on va dire aux dispositifs de médiation qui ont été imaginés, donc vraiment dès le départ de ce projet, c'est-à-dire que ça a été partie prenante du programme architectural de la réserve. Et c'est un argument qu'on développe aujourd'hui et une offre qui, vous allez le voir, est quand même assez importante pour l'équipe et pour le bâtiment. Donc premier dispositif, notre réserve accessible. Alors j'utilise sciemment le terme d'accessible plutôt que visitable. C'est une habitude que j'ai prise, qui, vous me direz, peut-être une coquetterie de langage ou un détail, mais qui, à mon sens, annonce une nuance peut-être un petit peu plus forte que celui de visitable, puisque c'est un espace qui est visitable, mais sous conditions, accompagné, et donc libre, comme on visiterait une salle d'exposition. Alors les conditions sont les suivantes. La jauge, nous, est à 25 personnes maximum. On a un créneau de visite pour les individuels tous les premiers mardis après-midi de chaque mois, en début d'après-midi, et pour les groupes constitués à la demande sur réservation. Les visites sont accompagnées, et ça c'est quelque chose que j'ai défendu et une chose à laquelle je tenais beaucoup, non pas par des médiateurs, mais par l'équipe même du département des collections et des ressources documentaires, puisque au sein de ce CCR, on est aujourd'hui 18 personnes à travailler, donc avec des métiers aussi différents que installateurs, régisseurs, responsables des bibliothèques, des archives, des systèmes d'information documentaire, photographes. Et chacun, sur la base du volontariat, peut être amené à accompagner les visites. Alors, pour vous dire, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, mais j'ai aujourd'hui, je pense, une grosse moitié de l'équipe qui régulièrement accompagne les visites. Alors, il y a une trame de discours commune, mais il n'y a pas de passage obligé. C'est-à-dire que chacun est libre de conduire la visite comme il le semble. Alors, en parlant toujours des mêmes sujets, hein, mais en s'arrêtant sur différents exemples de collections, en fonction de ce avec quoi il est le plus à l'aise, en fonction de son métier aussi. Ce qui fait que chaque visite est différente et qu'on a des visiteurs qui reviennent d'une visite à l'autre parce qu'ils ont une fois visité avec un documentaliste, ils vont revenir parce qu'ils voudraient faire la visite d'un installateur, etc. Et c'est des choses qu'on a un public qui est un petit peu d'habitués, qui se prête assez bien au jeu. Donc je vous montre d'autres petites images. Donc vous voyez, là il y a je reviens en arrière, il y a le couloir d'entrée, hein, je ne sais pas s'il y a une flèche. Bon, peu importe. Vous voyez que la porte d'entrée de la réserve se trouve là-bas au fond, et donc il y a une grande allée qui permet une déambulation des groupes plus commode, de manière à pas forcément aller dans les petites allées, dans les petites rues qui divisent l'appartement témoin, mais qui peut permettre des stations de groupe et des choses un petit peu plus confortables. Ça, c'est des photographies qui datent un tout petit peu. Là où vous voyez les trois personnes floutées, aujourd'hui, on a des palettes qui ont été installées avec d'autres gros objets, mais qui permettent toujours cette déambulation assez facilement. Donc je reviens. Vous voyez les petites allées dont je parlais ici, qu'on emprunte quand même avec des groupes, pas quand on a des groupes très, très importants, mais quand la taille des groupes est relativement modeste, on n'hésite pas à passer dans ces petites rues et à s'arrêter, ouvrir des tiroirs, à faire des démonstrations, puisque le discours est vraiment un discours métier. C'est pour ça que je tenais vraiment à ce que ce ne soient pas des médiateurs, même formés, qui soient là, mais que ce soit l'équipe, parce que d'abord c'est valorisant pour l'équipe, ça c'est clair. C'est pour ça que l'équipe d'ailleurs le fait, parce qu'ils aiment parler de leur métier. Et ensuite parce que les gens sont très curieux et très demandeurs de détails très pratiques. Et souvent d'actualité des collections, c'est-à-dire quels sont les derniers objets que vous avez passés en commission d'acquisition, puisque ça c'est un sujet récurrent de notre discours. Comment vous manipulez ça, et est-ce que vous prêtez beaucoup, et quel est le dernier objet que vous avez prêté à l'étranger. Donc il y a une proximité directe avec le quotidien du métier qui est très demandé. Voilà encore quelques images. Autre dispositif, des salles de consultation. Alors l'image que je vous ai mise ici, c'est une image assez classique de notre salle de lecture, bibliothèque archive.
Mais on a également un espace qui sert pour la consultation des collections, puisque la réserve, l'appartement témoin, c'est une des 17 réserves que je vous mentionnais tout à l'heure, que tout n'est donc pas présenté. Et lorsque les chercheurs ou les curieux, tout simplement, veulent venir voir les collections, on les installe dans un espace dédié. Je dis curieux parce que cette consultation des collections, elle n'est pas réservée à un public de professionnels ou de chercheurs, mais à tout un chacun. C'est-à-dire qu'on a eu assez régulièrement des collectionneurs d'objets proches de nos collections qui venaient voir ce qu'on avait en magasin. Alors c'est un exemple qui n'est pas anecdotique parce que c'est arrivé plusieurs fois depuis l'ouverture que des collectionneurs de cuillères bretonnes viennent comparer leurs fonds aux nôtres. Voilà. Je vous le dis parce que on en a eu 3 depuis l'ouverture, donc à croire qu'il y a un public de collectionneurs de cuillères bretonnes assez important. En tout cas, ils sont peut-être tous venus, vous me direz aussi, ça je ne sais pas. Mais voilà, on est donc très amené à répondre à ce type de demande-là, qui fait que cette salle de consultation des collections, dans laquelle on met à disposition en plus des objets, la documentation, etc., est un espace qui est quand même assez sollicité. Et puis une petite salle d'exposition, alors qui reste modeste parce qu'elle fait 100 mètres carrés, même pas complètement, et où on propose à des commissaires invités extérieurs de venir porter leur regard sur un pan de collection qu'ils choisissent et de l'exposer de manière, je dirais, plus libre ou peut-être plus fantaisiste parfois que nous permettrions de le faire en tant que conservateur au MUCEM. Donc ça, c'est une image de la première exposition que Jean Blaise avait proposé pour l'ouverture en 2013 autour de la femme crocodile. L'expo de Patrick Bouchain autour du conte Mishka qu'il avait présenté pour les tout petits. C'est-à-dire que là, on avait des classes, mais ça ne s'appelle même pas des classes, des crèches qui venaient visiter l'exposition, à qui on racontait l'histoire. Et puis là, une expérience menée un petit peu plus tardivement et qu'on vient de réitérer avec une classe de collégiens à laquelle on demande d'être commissaire d'exposition, c'est-à-dire en 1 an, d'apprendre ce que c'est qu'une exposition, d'apprendre à en faire et d'en faire une. Donc ça, c'était la préfiguration de la première exposition qu'on avait menée. Et on vient d'en ouvrir une seconde qui s'appelle « Oser l'interdit » et qui est présentée donc au CCR jusqu'à cet été. Et ça, je vous en ai mis une dernière, c'est une exposition qu'on a faite l'année passée, qui est un petit peu un dérivatif par rapport à la programmation dont je viens de vous parler, puisque là, on a décidé, pour fêter les 5 ans d'ouverture du MUCEM, de revenir sur 5 ans de politique d'acquisition. Donc un petit pas de côté par rapport à la problématique générale. Alors, quel bilan pour finir de ces 5 ans, 6 ans d'ouverture même maintenant? Alors, bilan chiffré, vous le voyez. Donc, Hélène, tu parlais de 4500 visiteurs sur la TT Optimiste. Ça a été l'année phare 2017. On s'est dit, bon, est-ce qu'on maintiendra le chiffre? Vous voyez que depuis 2015, on est plutôt stable autour de 3007, 3008 visiteurs par an, ce qui est beaucoup, ce qui représente, j'ai pas fait de moyenne, mais on a quasiment un groupe par jour presque. Donc on est ouvert que du lundi au vendredi, il n'y a pas de visite le week-end, sauf pour les événements très très spécifiques, type journée du patrimoine, nuit des musées ou autres événements qu'on peut être amené à monter de temps à autre. Ce qui est clair, c'est que l'appartement témoin fonctionne comme un produit d'appel. Ça, très clairement, les gens viennent en priorité voir cette réserve accessible. Ils viennent moins spécifiquement pour la bibliothèque, même si on a un public de chercheurs et de lecteurs qui vient pour ça, et encore moins pour l'exposition. L'exposition, j'allais dire, c'est un peu le cadeau bonus de la visite. Les gens viennent, donc ils la visitent volontiers, mais les gens ne se déplacent pas spécifiquement pour ça. Le public, il est principalement local. J'ai écrit voire voisin, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a de plus en plus de gens du quartier qui prennent leurs habitudes au CCR, qui nous découvrent souvent par hasard, souvent au bénéfice des journées du patrimoine d'ailleurs, et qui reviennent, alors des écoles en particulier, parce que ça fonctionne assez bien, mais aussi des individuels qui prennent leurs habitudes au CCR. Et ce qui, je vous l'ai déjà dit un petit peu, voilà, ce qui fait revenir les gens, c'est l'événementiel, très clairement, qui fait produit d'appel et qui permet aux gens de revenir et de s'habituer au lieu. Alors le quotidien, on essaye de l'encourager aussi par le biais de la bibliothèque qu'on a ouvert au prêt à l'occasion des journées des patrimoines de l'année passée, donc ça fait seulement quelques mois aujourd'hui, mais qui nous a permis là aussi de fidéliser autrement un public de lecteurs qui reviennent à la fois consulter les fonds et les collections. Je crois que j'ai tenu la montre. C'est parfait. Voilà.
On va poursuivre notre table ronde avec Éric de Vichère. Quelques mots d'introduction à cette dernière intervention. Pour constater qu'en ouvrant la boîte noire de la conservation, des projets de réserve ouverte tendent aujourd'hui à se développer, on le voit, et l'exemple que va développer Éric est tout à fait significatif de ce point de vue-là, et on tend à développer une réflexion originale autour des espaces intermédiaires, ce que j'appellerais les espaces entre lieux d'exposition et espaces de conservation. On peut ici citer plusieurs projets internationaux qui reconfigurent ce partage entre exposition et conservation, le MAS d'Anvers, dont les réserves visibles fonctionnent depuis 2011, le Luce Center for American Art du Met, ou encore le Museum of Anthropology de l'University of British de Colombie-Britannique, avec sa galerie des Premières Nations à Vancouver, au Canada, ou le futur Public Art Depot du Museum Boijmans van Beuningen à Rotterdam, qui ouvrira, je crois, en 2020. Dans un contexte économique tendu, de tels projets, s'ils veulent voir le jour et trouver, bien entendu, des financements, doivent à la fois répondre aux critères de conservation les plus performants et les plus innovants, nous l'avons vu, mais aussi satisfaire les attentes relatives au maillage culturel d'un territoire, d'une ville, d'une région, et ainsi participer de son développement et de son rayonnement. Éric de Vichère, qui est professeur invité au V&A Research Institute au sein du Victorian and Albert Museum de Londres, participe actuellement à la réalisation du futur V&A East Project, réalisé par les architectes Diller et Scofidio, et conçu comme un lieu de conservation et de démonstration autour des réserves, situé à l'est de Londres, comme il nous le décrira, et qui ouvrira ses portes en 2023. Je voulais juste citer Elizabeth Diller qui proclame que The New Collection and Research Center will reinvent the idea of a museum store, réinventer l'idée d'un lieu de stockage, d'une réserve de musée. Éric de Vichère, comment ce projet interroge-t-il le modèle de cette réserve dite ouverte et construit-il un lien privilégié avec les publics londoniens et internationaux, j'imagine? Merci Hélène, bonjour à tous. Alors effectivement, l'ambition telle qu'elle est exprimée par l'architecte est évidemment très forte et je ne sais pas si on arrivera à y répondre. En tout cas, c'est effectivement un projet très important pour le musée. Je pense que vous connaissez tous le V&A, le Victorian Albert Museum. C'est un musée principalement consacré aux arts décoratifs, mais qui a des collections très importantes aussi dans le domaine des arts asiatiques et dans le domaine aussi des arts textiles et de la mode. Donc, un musée qui a une longue histoire aussi au sujet concernant la transmission, parce que c'était un des musées qui, dès sa conception, voulait être ouvert à tous les publics et avait mis en place des dispositifs, par exemple ouverture le soir, pour pouvoir justement accueillir ces publics. Donc c'est une histoire dans laquelle nous puisons régulièrement pour aussi penser l'avenir et réfléchir justement à ces évolutions du musée. Alors mon rôle, il est à la fois de conseiller l'équipe qui travaille justement sur ce V&A East Project, donc les réserves et le nouveau musée, parce que je vous parlerai du fait qu'en fait il s'agit d'un double projet, et de réfléchir aussi à des nouveaux modes d'accès des collections, des accès multisensoriels, et en ce qui me concerne, c'est évidemment la dimension du son qui est celle qui me concerne au premier chef, mais c'est évidemment une vision un peu plus large sur l'accès aux collections qui nous intéresse ici. Alors pour vous situer un petit peu le projet, il s'agit effectivement comme je le disais, d'un double projet qui se retrouve finalement regroupé sur un même site. Il s'agit du site, en fait, de l'ancien site olympique, donc des Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Nous sommes dans le nord-est de Londres. Cette photo, elle est prise du nord, donc on regarde vers le sud. Et le centre de Londres se trouvera plutôt à la droite de votre écran, voilà. Et ce parc olympique, évidemment, a déjà connu différentes évolutions depuis les Jeux. Les installations sportives, évidemment, ont été réutilisées à d'autres fins. Le Grand Stade est devenu un des stades de football les plus importants sur Londres. Il y a la piscine olympique qui doit... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut utiliser la flèche, là? Non, oui, voilà.
Donc vous avez le stade olympique, vous avez... peut-être je voudrais utiliser ce micro-là aussi. Vous avez... Hop, ah non, là j'étais trop vite. Hop là, oui, carrément. Hop. Vous avez donc différentes installations, je ne vais pas toutes les détailler. En ce qui nous concerne, effectivement, ce qui nous intéresse, nous, c'est le centre de collection. Alors c'est CRC aussi, on retombe toujours sur ces mêmes initiales, c'est Collection and Research Center, et un nouveau musée qui est donc une extension du V&A qui va également s'installer sur le site. En fait, ce sont deux histoires un petit peu différentes. En ce qui concerne le musée, il s'agissait d'un projet lancé par la ville de Londres, donc de redéveloppement du site olympique, et financé par des capitaux privés, et auquel participent 3 autres institutions culturelles, j'en parlerai très brièvement, et auquel donc le V&A a été invité à participer. Et le centre de collection, lui, vient d'un autre souci qui n'était pas la question des crues ou de danger de l'actuel lieu de collection qui, lui, se situait à l'ouest de Londres, à West Kensington. Mais en fait, il s'agit là d'un projet immobilier qui vise à transformer ce bâtiment qui était un bâtiment 19e, un ancien hôtel de poste dans lequel il y avait également des réserves du Science Museum et du British Museum. Ce bâtiment fait l'objet d'une rénovation immobilière, de transformation en logement. Donc c'est un projet capitalistique, disons, pour lequel le musée a reçu donc une somme pour pouvoir déménager ses collections. Et il a fallu trouver un lieu. Alors ça a été une recherche assez complexe, et qui finalement a abouti, même si ce n'était pas l'objet des premières recherches, a abouti sur ce même site, dans un site qui donc, ou dans un bâtiment qui existe déjà. Vous le voyez, il est indiqué Here East. En fait, c'était l'ancien lieu ou bâtiment dédié aux télévisions. Donc c'était le Broadcast Center des Jeux Olympiques, et qui est en train d'être redécoupé finalement et réutilisé par différents types d'utilisateurs. Il y a une école d'ingénieurs et d'architecture qui s'y est installée. Il y a quelques industries créatives, je dirais, dans le domaine des nouvelles technologies qui se sont également installées dans ce bâtiment. Et donc le V&A va y occuper une surface d'environ 16 000 m², qui constitue la pointe sud de ce bâtiment. Là, vous voyez en fait plutôt donc ce qu'on appelle le East Bank, qui va être ce lieu où ces 4 institutions culturelles vont se retrouver. Donc ça, c'est la partie musée, et je vais pas trop m'appesantir là-dessus. Il y a 4 institutions. Sadler's Wells, qui est un lieu de danse. Il y a la BBC qui va y installer ses lieux de répétition pour ses orchestres et ses chœurs. Il y a l'Université de la mode, donc le London College of Fashion, et le V&A. On va évidemment essayer de créer des liens entre ces différents musées et ces différentes institutions qui touchent évidemment autour de la question du design, de la mode, mais aussi de la performance et donc des arts de la scène, si on pense à la BBC. Et il faut savoir que le V&A possède aussi des collections en lien avec les arts de la scène, notamment le théâtre, l'opéra et la danse. Donc, beaucoup de liens là sont en voie d'être imaginés. Ce musée fera aussi l'objet d'une collaboration avec le Smithsonian de Washington, parce que le Smithsonian avait initialement prévu aussi de venir s'installer et de créer son propre musée à Londres. Finalement, ce qui en a résulté, c'est une collaboration entre nos 2 institutions, avec des expositions partagées et puis certaines qui seront directement pilotées par le Smithsonian. Donc voilà, premier projet qui s'implante là, et avec lequel évidemment on espère attirer autour d'1,4 million de visiteurs par an. Et ce bâtiment-là sera environ 10 minutes à pied du centre des collections. D'où l'idée, évidemment, de créer des liens entre ces deux bâtiments et de pouvoir ainsi croiser des publics. Alors, comme le disait Hélène, le bâtiment des réserves, donc le centre des collections, va être aménagé, va être organisé, on va dire, par les architectes new-yorkais Diller & Scofidio.
Donc il s'agit d'aménager un cube, si on veut, vide. Vous avez quelques-uns des principes ici qui sont exprimés. Bien sûr, optimiser l'espace pour pouvoir y stocker un maximum d'œuvres. On compte environ 250 000 objets qui y seront. Également un important fonds d'archives, parce que nous avons environ 900 fonds d'archives qui doivent aussi trouver leur place. Trouver effectivement un équilibre entre les espaces publics et des espaces professionnels, des espaces de travail, avec toutes les gradations qu'il peut y avoir aussi entre ces deux types d'espaces, parce que finalement on veut s'adresser à différents types de publics. Ça va aller du grand public généraliste, évidemment, au public spécialisé et les chercheurs. Il faut dire que nous avons déjà effectivement une tradition de réserve accessible, plutôt que visitable, dans l'ancien centre de réserve, Blight House, notamment le fonds d'archives et également les réserves de textiles font l'objet, enfin on bénéficie d'un espace où tout un chacun, d'ailleurs comme à Marseille, peut venir consulter des œuvres sur demande, et les œuvres leur sont vraiment présentées et ils y ont un accès direct. Donc c'est bien entendu cette possibilité-là que le Viennet souhaite également conserver. Alors, au fond, il y a un peu cette idée que vous trouvez avec cette idée d'excavation, au fond, d'amener le public au cœur du réacteur, disons. Au fond, c'est essayer d'interpréter de manière littérale l'idée que les réserves sont au cœur du musée. Et au fond, essayons d'amener le public aussi au cœur de ce musée. Alors, quelques images. Alors ça, c'est toujours les belles images des architectes. Hein. On verra toujours qu'est-ce qu'il en ressortira lors de la réalisation. Mais l'idée, c'est effectivement de vous amener en tant qu'alors là, les images que je vous montre, c'est vraiment les images du parcours public. Donc l'idée, c'est qu'il y aura dans cet énorme espace un parcours qui, lui, sera entièrement accessible à tout un chacun, où il y aura des choses qui seront montrées et où il y aura évidemment aussi un accès visuel, au moins, à l'ensemble de ces collections. Et il pourra prendre la mesure aussi, le public pourra prendre la mesure de l'ampleur de ces collections. Donc une entrée un peu spectaculaire. Disons qu'il y a aussi, je dirais, un aspect mise en scène. Et peut-être c'est une des choses dont il faut tenir compte aussi, finalement, lorsqu'on rend des réserves accessibles ou visibles, il y a comme dans l'exposition, finalement, une forme de scénarisation et de spectacularisation, si je puis dire. Parce que, voilà, cet escalier que je vous ai montré va vous emmener tout de suite, finalement, au cœur, au milieu, au sens vraiment littéral du terme, au milieu du bâtiment, et vous serez entouré finalement des réserves à 360 degrés et également sous vos pieds. Donc l'idée aussi, c'est d'avoir des petits espaces d'exposition, mais qui ne seront pas des expositions là aussi monté avec tout le dispositif muséographique tel qu'on le connaît généralement, donc des accrochages, on va dire, plus simples. L'idée aussi est de pouvoir montrer des objets que nous n'avons pas l'occasion de montrer ni dans le musée actuel à South Kensington, ni a fortiori dans l'espace des réserves tels qu'ils étaient maintenant, et notamment des objets de grande dimension. Donc là, par exemple, vous avez un plafond en marqueterie d'un château espagnol, dont Altamira, près de Tolède, plafond datant du XVe siècle, qui sera donc, qui constituera finalement le toit d'un espace visitable qu'on pourra aussi utiliser pour des projections ou à d'autres fins. Mais donc c'est se donner cet espace-là aussi pour pouvoir y exposer des choses qu'on ne montre pas, y compris en le montrant sous tous ces aspects, y compris son aspect coulisses, vu que ce que vous voyez là en fait constitue l'envers de ce plafond.
Autre exemple, alors qui est peut-être un peu plus classique, puisque ça ressemble à des period rooms, si vous voulez. Il s'agit du bureau Kaufmann de Frank Lloyd Wright de 1937, donc auquel on aura aussi un accès, là peut-être un peu plus classique, qu'on peut connaître ça au musée et dans bien d'autres musées. On s'est donné aussi la possibilité de pouvoir exposer des œuvres textiles de très grand format, type tapisserie ou œuvres de scène, justement, rideaux de scène. Là, par exemple, c'est un exemple qui provient de la collection des ballets russes. C'est le décor par Goncharova pour l'oiseau de feu de Stravinsky, la version de Londres en 1926. C'est une toile de scène qui fait 10 mètres de haut et 15 mètres de long. Donc il y aura une salle à double hauteur comme ça qui permettra d'avoir accès à ce type d'œuvre, avec l'idée évidemment aussi d'une rotation. Bien sûr un accès en tout cas comme au Louvre Lens finalement, une sorte de vision du travail effectué par les équipes de conservation. Et voilà, retour un petit peu sur cette vision un petit peu spectaculaire. Là, c'est lorsqu'on a fait tout le parcours et qu'on aura mesuré finalement l'ampleur de ce type d'espace et de l'ampleur des collections. Alors, assez rapidement, pour vous resynthétiser un petit peu la portée de ce genre d'espace. Donc, vous avez vu cet espace, ce grand espace central. Encore une fois, cette idée du cœur du réacteur. Et lorsqu'on balaye les différentes tranches, les différents étages, ça permet évidemment de voir un petit peu les différentes fonctions. La majeure partie des espaces est évidemment dédiée aux réserves en tant que telles, mais il y a des aspects des salles publiques que vous avez. Je vais essayer de ne pas me tromper ici. Voilà. Donc des lieux pédagogiques avec des salles d'atelier permettant d'accueillir des groupes. Bon, bien sûr, des espaces d'accueil à l'entrée. Si je... Ah oui, non, c'est vrai que encore une fois, ce hall qui se situe en plein cœur du bâtiment, ces petites galeries que vous pouvez voir où des œuvres pourront être montrées, et également ici, je pense que c'est à ce niveau-ci, les espaces de consultation donc sur demande qui permettront d'avoir accès aux œuvres. À moins que ce soit... Oui, voilà, non, je me trompe, c'était à cet étage-ci, en fait, que vous aurez ici donc ces espaces de consultation sur demande pour tout un chacun, en fait, effectivement. Il y aura également des artistes en résidence et des résidences aussi de professionnels. Donc l'idée là aussi, c'est de créer des interactions diverses et variées entre les collections et différents types de publics. Alors, comme dans tout projet, évidemment, il y a des choses qui changent depuis la publication de ces plans. Je pense que l'auditorium n'est plus là, ou je ne sais même pas s'il y est encore du tout. Donc, il y a évidemment des évolutions. Là, vous avez à peu près le même type mais nous nous situons un étage plus haut, comme certains sont à double hauteur. Et voilà, je pense que je suis au bout de ces diapos. Donc je pense que la volonté évidemment de ce nouveau centre de recherche aussi, donc la volonté de recherche est importante. Le musée a un département de recherche dont je fais partie, et ce département vise à effectivement rendre les collections plus accessibles et à rechercher des nouvelles manières effectivement de rendre ces collections accessibles. Donc, en fait, évidemment, tout l'enjeu de ce bâtiment, c'est de mesurer finalement l'aspect, la nécessité de garder évidemment le fait que ce soit un lieu de travail pour des équipes et pour les professionnels du musée, avec ces différents types d'accès dont je vous ai parlé. Donc, c'est évidemment là-dessus qu'on travaille aussi, à la fois sur le bâtiment lui-même et les espaces, mais aussi toutes les activités et le fonctionnement du bâtiment
et de voir exactement comment nous allons pouvoir l'organiser. Et je pense que je m'arrête là. Parfait. Merci beaucoup. On va prendre 2 questions de la salle, car le temps passe. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Question là-bas. Micro. Ah oui. Ah oui. La question réservée tout à l'heure sur... Ah oui, sur le... Je pense que vous avez répondu par vous. Je crois. Oui. Allez-y, je vous en prie. Baptiste Henault, stagiaire au département des Antiquités orientales du Louvre. Merci à vous 4 pour vos interventions, très intéressantes. Ma question s'adressera plus à Émilie Girard du MUSEM. C'était pour savoir comment vous avez réussi à attirer le public dans vos réserves externalisées. Est-ce que c'était avec un prix, la communication, est-ce qu'il y avait un lien avec les espaces muséals propres, avec un prix couplé, avec des renvois, une invitation à aller dans les réserves, dans l'espace muséal? Voilà. Alors ça a été au prix d'efforts répétés de notre part pour communiquer sur les réserves, qui n'a clairement pas été la priorité du MUSEM au moment de son ouverture, mais qui ont quand même bénéficié d'un coup de projecteur assez fort dès 2013, puisqu'au moment des Journées du patrimoine, on a fait vraiment un gros événement autour des réserves du MUSEM, puisque ce week-end-là, je crois qu'on avait dû de mémoire accueillir près de 1000 personnes sur 2 jours, avec beaucoup de com, et ça a fait appel, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que ça existait, et petit à petit on a travaillé pour voilà, que ça se fasse connaître, sans, j'allais dire, trop insister non plus, parce que notre capacité d'accueil elle est tout de même limitée. Que je pense que ce chiffre de 4500 qu'on a atteint une année, c'est un peu notre jauge maximale. Je vous dis ça sans m'être penché beaucoup sur le sujet, mais c'est le ressenti en tout cas de l'équipe. On ne peut pas aller beaucoup au-delà. Et je pense que si on arrive à maintenir notre chiffre de 3008, 4005 grand max par an, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il a fallu communiquer. Maintenant, les médiateurs au MUSEM lui-même sont formés, ils sont venus visiter le CCR et ils répondent aux questions des visiteurs sur le site du MUSEM, ils les renvoient vers nous, ils en parlent. Quand il y a des week-ends d'ouverture, il y a des annonces qui sont faites au MUSEM pour dire que le CCR est ouvert, donc il y a des choses qui se sont mises en place. Et puis, les réseaux sociaux ont joué un rôle particulièrement important là-dessus, puisqu'on a un objet par semaine qui est mis en valeur, et où à la fin de chaque post, il y a la référence à l'accessibilité du CCR. Donc voilà, il y a des habitudes qui ont été mises en place avec notre service com et qui font qu'aujourd'hui, il y a une visibilité, en particulier sur les réseaux sociaux et sur le site internet, qui est plutôt satisfaisante. Ariane Segelstein, je suis consultante en conservation préventive. Merci pour vos communications. J'aurais une question par rapport au climat dans ces réserves qui vont être créées. On est de plus en plus conscient que la question du climat est liée au CV des œuvres, enfin que le CV des œuvres est lié au climat que les œuvres ont connu. Et je me demandais par ailleurs si vous prévoyez de tenir compte, par exemple, des variations saisonnières pour la gestion du climat sur des cycles annuels. Merci. Brice, peut-être Tiens. Alors, oui, c'est une approche importante pour nous. On a en fait des jauges. Je pense que ce qui se fait un peu classiquement, c'est vrai que c'est de plus en plus remis en question, mais des jauges mini et maxi par typologie de collection, avec une variable et une variation limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut aller de 18 à 22 par exemple, mais jamais en 2 heures. On a dans nos paramétrages
conditions hygrométriques, on a intégré cette variation maîtrisée et d'éviter les à-coups et les pics de changement de température. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la température extérieure, on doit rester dans ces jauges mini et maxi qui sont fixées et intégrées dans nos centrales de traitement d'air. On a aussi, pour information, une réserve sèche que je n'ai pas présentée là, qui abaisse le taux d'hygrométrie pour les métaux. Mais par exemple, on ne mettra pas tous nos métaux dans cette réserve sèche parce que certains métaux sont habitués à avoir des conditions hygrométriques actuellement dans leur réserve et qu'on n'appliquera pas de choc d'humidité relative pour ces typologies de collection. On sait que la question du climat, elle est centrale. Et on parlait financement. Effectivement, dans les investissements et les coûts d'exploitation, c'est une part très importante pour ce type de bâtiment. Au CCR, Émilie ? D'ailleurs, sur la saisonnalité que vous évoquiez, nous, au départ, il y avait des températures et des hygrométries l'été et l'hiver. Et l'année dernière, je crois, on est revenu à un climat stable tout au long de l'année, parce que les courbes de dépenses énergétiques montraient que ce changement climatique de saison provoquait des hausses de consommation assez importantes. Donc maintenant on reste stable toute l'année, et je pense que c'est pas plus malsain pour les collections, au contraire, et qu'en plus d'un point de vue on va dire écologique et financier, on s'en tire beaucoup mieux. Eh bien, je vous remercie et on peut passer à la table ronde suivante. Merci à tous.